Gaston Manant, Gaston Hesch, Maurice Trélu, Marcel Billière, Andy Mayer, François Vignol et tant d'autres, autant de personnes qui n'évoquent pas grand-chose pour la majorité d'entre nous. Pourtant, entre 1940 et 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, des hommes, des femmes, des adolescents, des militaires ou de simples civils ont décidé de s'engager dans la résistance afin de libérer la France. Ce film se concentre sur l'engagement et les actions de quelques figures de la résistance sur Tarbes et le département des Hautes-Pyrénées entre 1940 et la Libération. Tout commence en mai-juin 1940. L'armée allemande envahit l'ouest de l'Europe, 8 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 semaines, l'armée française est vaincue. Et le drapeau nazi flotte sur Paris. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, héros de la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, vient juste d'être nommé chef du gouvernement et s'adresse aux Français dans un discours radiodiffusé. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie. Un armistice avec les Allemands est signé le 22 juin 1940 dans le wagon de Rotonde, près de Compiègne, à l'endroit même où fut signé l'armistice du 11 novembre 1918. Les principales clauses de cet armistice sont humiliantes pour la France. Plus d'1,5 million de soldats français sont internés dans des camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Le territoire français est divisé. L'Alsace et la Lorraine sont rattachées au Reich allemand. Le reste du territoire est divisé en 2 zones séparées par la ligne de démarcation. Au nord et à l'ouest, la zone occupée par les Allemands, et au sud, une zone dite libre. La France doit fournir 400 millions de francs par jour pour entretenir l'armée d'occupation allemande, et elle doit livrer aux nazis les réfugiés politiques allemands et autrichiens présents sur son territoire. La défaite française est un véritable choc pour la population. Si beaucoup de Français se résignent et pensent que le maréchal Pétain va sauver la France, d'autres décident de poursuivre la lutte contre l'occupant et refusent la défaite. Mais quand et comment commence l'engagement des résistants? Le 18 juin 1940, depuis Londres, un général français, Charles de Gaulle, prononce un discours dans les studios de la BBC. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers, les soldats français. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cet appel du 18 juin représente l'acte fondateur de la résistance. Si peu de Français entendent cet appel, les premiers actes de résistance contre l'occupant débutent dans les jours qui suivent la défaite de juin 1940. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale qui désigne sous la Troisième République la réunion de la Chambre des députés et du Sénat se réunit à Vichy et accorde par 569 voix sur 649 votants les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La République disparaît et le régime de Vichy la remplace. Gaston Manant,
député des Hautes-Pyrénées depuis 1935, et l'un des 80 parlementaires à refuser d'octroyer aux vainqueurs de Verdun tous les pouvoirs et de mettre fin à la République et à ses valeurs. Le vote de Gaston Manon peut être considéré comme le premier acte de la résistance dans le département des Hautes-Pyrénées. Pour d'autres, l'engagement dès l'été 1940 dans la résistance se termine rapidement et tragiquement. Le 9 août 1940, sur l'aérodrome de La Loubert, au sud de la ville de Tarbes, deux élèves aviateurs, Albert Delécluze et Émile Diverchy, s'apprêtent à prendre l'air pour rejoindre l'Angleterre et poursuivre la lutte parmi les quelques forces armées françaises qui entourent le général de Gaulle. Leur escadrille a été repliée d'Alençon et pour éviter toute évasion, les moteurs des avions ont été neutralisés. Avec la complicité d'un chef mécanicien qui leur a préparé un avion d'entraînement, les deux jeunes aviateurs arrivent à décoller, mais leur moteur s'emballe et ils s'écrasent à 2 km du terrain d'aviation. Ces deux hommes sont les premiers à avoir payé de leur vie leur engagement dans la résistance dans les Hautes-Pyrénées. C'est durant l'été 1940 que les premiers réseaux de résistance s'organisent en France, comme le réseau Esch ou réseau Édouard. Situé dans le département des Hautes-Pyrénées, le chef de ce réseau, Gaston Esch, est né le 14 novembre 1900. Ancien militant socialiste, il a participé activement à l'aide aux réfugiés juifs ayant fui le nazisme, ainsi qu'aux actions de solidarité en faveur des républicains espagnols. En 1940, ce restaurateur de Tarbes qui souffre d'une arthrose à la hanche est indigné par l'armistice qui vient juste d'être signé, comme le souligne sa fille. Mon père était fou. Il était très en colère après le maréchal Pétain. Et depuis ce jour-là, il a été gaulliste. Il a voulu lutter contre le nazisme. Ce n'était pas dans ses idées. Alors que l'Angleterre est bombardée jour et nuit par l'aviation allemande, le Premier ministre britannique Winston Churchill développe les services secrets en créant le SOE, Special Operations Executive, qui cohabite avec l'Intelligence Service. Il s'agit de créer des réseaux en France, dont le commandement est confié au Major Buckmaster. En juillet 1940, deux agents britanniques sont envoyés à Tarbes et se présentent au restaurant de Gaston Esch, situé au 16 de la rue d'Avezac-Macaya, aujourd'hui rue Andy Meyer. Les deux hommes se présentent alors à Gaston Esch. Il a été contacté par deux officiers, un français et un britannique. Pas longtemps après l'appel du général de Gaulle, il s'est engagé, il a prêté serment auprès du gouvernement britannique pour se donner des renseignements sur ce qui se passerait en France pendant l'occupation. Voilà comment il a été contacté. C'est quelqu'un qui devait connaître ses idées, qui en a parlé à ces deux officiers. Ils sont venus à Tarbes et voilà comment ça s'est fait. Alors il a prêté serment au service de renseignement britannique, l'Intelligence Service, qui faisait partie du War Office. Le réseau Esch se met à l'œuvre très rapidement. Ses missions principales sont la transmission de renseignements, l'évacuation de pilotes alliés abattus par la DCA allemande, mais aussi de ressortissants belges, polonais ou à partir de 1943, tous les jeunes qui refusent de partir travailler en Allemagne dans le cadre du STO, le service du travail obligatoire. En très peu de temps, Gaston Esch, dit Gastounet, Thomas ou Tristan, établit une filière de maisons de contact et d'hébergement, ainsi que 2 lignes de passage de la ligne de démarcation. Mon papa était handicapé physiquement, hein. Alors il ne pouvait pas combattre, mais il a combattu pour les renseignements et tout, il partit en mission, demander son handicap, il allait là-bas. Mon père était responsable dans une partie du sud-ouest pour donner des renseignements
On avait des passages aussi clandestins à travers les Pyrénées, des agents secrets qui avaient été avant parachutés en France. Fini leur mission, ils devaient revenir sur Londres. Il lui a fallu trouver des passages dans les Pyrénées. Et ils passaient plutôt la nuit que le jour, parce que c'était très surveillé par les Allemands. Et puis on a hébergé des aviateurs américains, anglais, dont les avions avaient été touchés par la DCA allemande. Et petit à petit, par les organisations de résistance, ils sont arrivés à Tarbes. On les a groupés. Ensuite, ils sont partis à Sainte-Marie-de-Campan chez des amis qui avaient un chalet qui les hébergeait. Et en attendant que le passeur soit disponible ou que le passage ne soit pas trop dangereux pour traverser les Pyrénées. Clandestinement, bien sûr. Pour franchir les Pyrénées, il créa la ligne Thomas ou Thomas Line. C'est Esch lui-même qui se charge du recrutement des passeurs. Le plus célèbre d'entre eux est François Vignolles. Né le 8 juillet 1914 à Les Balagnasses, il est l'un des plus grands champions internationaux de ski avant la guerre. Ce montagnard et guide émérite de Barèges traverse plusieurs fois la frontière avec l'Espagne pour transmettre les informations diffusées par radio. Ces dernières sont toujours doublées par un agent qui franchit la frontière au cas où l'opérateur radio aurait été retourné par la Gestapo. Alors ce réseau travaillait avec un autre réseau britannique, le Maurice Buckminster. Alors c'était l'Action. Alors eux préparaient les bombes, les trucs comme ça. Alors parce que les Anglais envoyaient le matériel et ici on les fabriquait. Parce qu'il y avait des agents un peu partout dans le sud-ouest, jusqu'à Savoie, jusqu'à Annecy. Une fois papa et maman sont partis tous les deux à Annecy en mission. Moi je sais pas ce qu'ils sont allés faire. On avait des acquaintances aussi avec Résistance Fer, avec des cheminots, des conducteurs. Ils nous passaient des papiers. On avait à Bordeaux aussi, ils couvraient une grosse partie ils étaient responsables d'une grosse partie du sud-ouest. Tarbes, il y a 2 ou 3 personnes, parce qu'il fallait avoir confiance. Marie-Louise, l'épouse de Gaston Esch et ses 2 filles, participent elles aussi à leur niveau à la résistance. Parce qu'à l'époque, j'étais à l'école de commerce et j'apprenais tout, la sténodactylo, l'anglais, l'espagnol et tout et tout. Et mon père, à l'époque, on n'avait pas de poste émetteur ici, on n'en avait pas. Plus tard, les Anglais nous en ont parachuté un avec un officier anglais. Et on pouvait communiquer directement. Mais avant, il fallait passer par la BBC. Alors on avait mis un poste de radio. J'allais dans la chambre de mes parents pour écouter les messages. Parce que tous les jours, à 8h, 8h30, la BBC envoyait des messages clandestins. Les Allemands ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, mais nous, on le savait. Les troupes du général Leclerc sont entrées dans Gabès. Les Français parlent au français. Aujourd'hui, le 5e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Alors pour le réseau de papa, c'était spécialement un message important. Alors je prenais ça en sténo pour le communiquer à mon père. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis après on a eu l'officier qui est arrivé. Bon, c'était clandestin, il fallait trouver un endroit secret pour pouvoir communiquer.
Mes parents avaient un restaurant, alors c'était quand même facile de recevoir des clandestins. Mais ils étaient plutôt cachés quand même. Entre janvier et février 1944, on avait un pilote américain de Forteresse Volante et un pilote de la Royal Air Force, la canadienne Royal Air Force. Et quand il a fallu qu'ils passent de l'autre côté, je les ai amenés se faire pour leur donner des faux papiers. Je les ai amenés photographier au printemps, qui est maintenant Monoprix, je crois, en face de la mairie. Comme c'était photomaton, parce que si on l'avait envoyé, je les avais amenés chez un photographe, on nous aurait demandé les noms et adresses. Alors qu'ils avaient sur la carte d'identité sourd et muet. Parce que le Canadien parlait quand même un peu français, mais avec un drôle d'accent, et l'Américain ne parlait pas un mot de français. Alors je les ai amenés se faire photographier, comme ça tout s'est bien passé. Ils ne parlaient pas, tout s'est bien passé. Ils ont eu leurs papiers réguliers, si on peut dire. Plus de 100 passages à travers les Pyrénées ont été réalisés pendant la guerre à travers cette Thomas Line par les passeurs Calvo, Joseph Mélix, François Mur, Siot, Henri Ludo, François et Marc Vignol. On peut évaluer à 500 le nombre de personnes prises en charge par Gaston Hesch et l'ensemble des compagnons de Gastounet. Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre 2 jours plus tard. Tarbes est investie par la Wehrmacht et les vallées pyrénéennes sont alors quadrillées par des patrouilles allemandes. Les dangers pour les membres du réseau Hesch deviennent encore plus nombreux. Nous avons 2 agents qui ont été pris, alors un est parti à Drancy, où il a été fusillé, parce que ce n'était pas un Français, c'était un Suisse qui travaillait pour le gouvernement anglais. On l'a fusillé là-bas. Et l'autre agent qui a été pris avec lui, qui était un Français, et il est parti à Schirmeck, donc en Alsace, et de là à Dachau. Et de Dachau, il est revenu. Il est revenu, mais au lieu d'être comme ça, maigre, il était tout gonflé, le pauvre. À partir de novembre 1943, Gaston Hesch a l'idée de faire héberger les clandestins appelés les colis dans l'hôpital mixte de Tarbes. Son directeur, Marcel Billière, fils du maire de Toulouse, et Maurice Trélu, ce vétérinaire, ancien combattant de la Grande Guerre et maire de Tarbes depuis 1935, mettent en place le réseau de sauvetage de l'hôpital mixte de Tarbes tenu par des religieuses. Maurice Trélu envoie les pourchasser à la mère supérieure des filles de la Charité, Anne-Marie Liobé, qui se charge ensuite de les cacher dans l'hôpital. Ceux qui ne parlent pas le français sont admis en tant que sourds et muets ou hospitalisés dans le service des contagieux, tandis que les blessés et les malades sont pris en charge par les sœurs. Tout cela se passe au nez et à la barbe des Allemands. Gaston Hesch ne limite pas ses actions à l'organisation de réseaux de passage. Il participe aussi à partir de 1944 aux opérations de parachutage d'armes ou d'agents venus de Londres. Dans la nuit du 10 au 11 février 1944, le groupe Philippe, intégré dans le réseau Hesch, réceptionne Andy Mayer, un Français originaire de Madagascar qui s'est engagé dans les troupes britanniques. Il est chargé d'effectuer des missions de renseignement et de sabotage sur le territoire français occupé. Il est arrêté par les Allemands en Charente. Déporté au camp de concentration de Buchenwald, il est fusillé le 14 septembre 1944. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie et les résistants sont de plus en plus actifs sur l'ensemble du territoire français. Les opérations répressives de l'armée allemande se multiplient. Le 10 juin 1944, vers 19h30, des avions allemands bombardent et mitraillent plusieurs rues de Tarbes. 5 habitants meurent, 18 sont blessés et plusieurs immeubles sont endommagés. Le maire de Tarbes, Maurice Trélu, se rend alors à la préfecture pour protester contre cette sauvage agression que rien ne justifiait. Il adresse au général allemand, commandant la garnison de Tarbes, de très vives remontrances qui mettent les officiers allemands dans une grande colère. Peu après, Maurice Trélu, se sentant surveillé et en danger, échoue dans sa tentative pour rejoindre la France libre. Il est alors arrêté par la Gestapo,
pour avoir facilité l'action de résistance et la confection à la mairie de faux papiers d'identité. Il est déporté en septembre au camp de concentration de Buchenwald, où il meurt le 15 février 1945 de terribles souffrances. La libération de Tarbes survient entre le 18 et le 20 août 1944. Après quelques combats qui entraînent la mort de quelques résistants, les troupes allemandes fuient la ville. Les résistants et la population de Tarbes profitent alors de la liberté retrouvée. On a fait la fête. On a fait la fête. Il y avait des officiers anglais qui sont venus à Tarbes et ils ne connaissaient pas la région, ils ont été ravis de la connaître et de goûter la cuisine du pays. Après la guerre, Gaston Manant, ce Haut-Pyrénéen qui avait dit non au plein pouvoir de Pétain en 1940, participe à la vie politique sous la 4e République jusqu'en 1958. Par la suite, il poursuit son engagement pour éviter la désertification des Pyrénées en animant et en présidant la Société d'économie montagnarde des Hautes-Pyrénées. Il meurt en 1964. De 1953 à 1959, Marcel Billière est élu maire de Tarbes. Beaucoup de Juifs qu'il a sauvés restèrent en contact avec lui. Il décède en 1986. Le 6 février 1986, l'État d'Israël a décerné à Marcel Billière le titre de Juif parmi les nations pour avoir aidé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Maurice Trélu est honoré à titre posthume lui aussi du titre de Juif parmi les nations le 2 novembre 1994. Le stade de rugby de la ville de Tarbes porte désormais son nom. L'action dans la résistance de Gaston Hesch se termine en 1945. Il fait partie des rares résistants de la première heure, ceux de 1940. Il est à plusieurs reprises distingué et reçoit des décorations françaises, britanniques et nord-américaines. Il retourne alors à son activité qu'il n'avait jamais abandonnée, la restauration. Il enseigne la pâtisserie et reçoit les palmes académiques. Par 2 fois, il refuse d'être décoré de la Légion d'honneur et s'éteint en 1976. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de l'engagement de votre famille dans la résistance? Moi, je trouve que c'était très bien. Et je trouve des fois qu'on devait en faire autant en ce moment. Plus de 70 ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les derniers résistants dans les Hautes-Pyrénées et dans le reste de la France disparaissent peu à peu. Leur engagement, souvent au péril de leur vie, a permis non seulement à la France de préserver son honneur, de faire partie des vainqueurs du nazisme en 1945, mais aussi et surtout de sauver la vie de nombreuses personnes. Loin de tomber dans l'oubli, ces femmes, ces hommes, ces adolescents sont et resteront pour longtemps des exemples pour les générations actuelles et futures d'engagement au service de la France et de ses valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité.